1994, des centaines de milliers d'hommes, de femmes et d'enfants ont été sauvagement assassinés par leurs compatriotes, d'autres Rwandais. Je me suis mariée au Rwanda en 1989. Ici, il y a la photo de notre mariage. C'est moi ici et mon mari ici. Sur la photo, il y a toute ma famille et les voisins Hutus. Et alors, toute ma famille a été massacrée dans le génocide. C'est mon frère aîné, Diogène. Il a été massacré avec sa femme et tous ses enfants. Voici ma soeur Virginie. Elle a été tuée chez ma mère. Elle était là-bas en vacances. Voici mon frère Jean de Dieu. Il a été massacré au mois de mai 1994. Il habitait à Gisenyi. Mon frère Michel, il a été tué au mois d'avril avec sa femme et tous ses enfants. Mon frère Joseph, il a été massacré le premier jour du génocide. Mon beau-frère Kassangwa, il a été massacré aussi avec sa femme et tous ses enfants. Cette histoire n'est pas simple. Pour la raconter, il faut remonter 100 ans en arrière, en ce 22 décembre 1889, où le roi Rwabugiri, qui régnait depuis une quarantaine d'années, proclama le nom de son successeur. Ce jour-là, une éclipse de soleil plongea le Rwanda dans une obscurité totale. On accusa un grand magicien d'avoir gâté la cérémonie. Il fut exécuté. Le roi Rwabugiri ignorait que les puissances d'Occident, réunies au congrès de Berlin, venaient de donner son royaume à l'Empire allemand. Le comte von Goetzen prend pied au Rwanda au nom du Reich. Il établit son camp militaire en face de la colline où se trouve la cour royale. Rwabugiri est méfiant. Il charge un jeune homme de recevoir l'émissaire étranger qui le prend pour le souverain. Le comte von Goetzen écrit. Le visage de Rwabugiri est d'une étrange beauté. À plusieurs reprises, il voulut regarder nos genoux, car il ne lui semblait pas croyable que tout notre corps était de la même couleur. Rwabugiri meurt un an plus tard. Une brève guerre de succession éclate. Le prince Musinga prend le pouvoir. Son nom de règne est Yuji. Le nouveau feu rituel qu'il allume à la cour devrait brûler durant 4 générations. Un siècle. Les autorités allemandes reconnaissent Musinga comme souverain légitime. Et Musinga étend son autorité sur l'ensemble du Rwanda d'aujourd'hui. Les premières missions catholiques s'installent. Musinga est prudent. Il interdit aux aristocrates Tutsis de fréquenter les missionnaires et d'envoyer les enfants dans leurs écoles. La Première Guerre mondiale se joue aussi en Afrique. Les Belges, venus du Congo, chassent les Allemands du Rwanda en 1916. Le commissaire royal Malfait prend possession du pays au nom de la Belgique un an plus tard. Le nouveau pouvoir colonial reconnaît à son tour l'autorité de Musinga, qui se voit qualifié de sultan. Le roi Musinga louvoie en
entre la haute aristocratie Tutsi traditionnelle et le colonisateur, dont les ordres se font de plus en plus pressants. Le Rwanda est né de la rencontre des paysans Hutus et des pasteurs Tutsis, il y a plusieurs centaines d'années. Quelques Tutsis, propriétaires des grands troupeaux de vaches, gouvernaient le pays au nom du roi. Les fonctionnaires royaux exigeaient des paysans Hutus un certain nombre de jours de corvée. Ils prélevaient sur eux un tribut en produits vivriers, haricots et sorgho. Beaucoup de Hutus pauvres ou désireux d'améliorer leurs conditions sociales recherchaient la protection d'un riche Tutsi. Ils lui offraient leurs services et une part de leur maigre récolte dans l'espoir de recevoir un jour une vache. Ils pouvaient en consommer le lait et disposer des taurillons qu'elle mettait bas. Mais la bête continuait à appartenir au maître. Les éleveurs Tutsis devaient également payer un tribut aux autorités royales. Ils leur livraient des cruches de lait. Eux aussi recherchaient la protection d'un riche propriétaire de bétail. Ils composaient sa cour et l'appuyaient dans ses alliances politiques. Pour mieux gouverner, le colonisateur belge décide de s'appuyer sur ces aristocrates. Il en fait les agents de son pouvoir. Encouragés par le gouvernement colonial, les Pères blancs entreprennent l'évangélisation massive du pays. Le Rwanda, dépourvu de ressources économiques, devient une terre de colonisation religieuse. Mais le roi Musinga se méfie de plus en plus de l'influence grandissante des missionnaires. Ceux-ci jettent alors leur dévolu sur l'un de ses fils, le prince Rudahigwa. Ils obtiennent du pouvoir colonial la destitution de Musinga en 1931. Leur pupille sera intronisé sous le nom de Mutara III et soumis à une très longue instruction religieuse. Mutara est enfin baptisé solennellement en 1943. Peu après, à la suggestion de l'Église, il consacrera le Rwanda au Christ roi. En 1949, le roi Mutara est invité à visiter la Belgique catholique et à admirer sa civilisation. Venant de son lointain pays, le Moami du Rwanda, Mutara Rudahigwa, accompagné de quelques chefs indigènes, atterrit à l'aérodrome de Melsbrook. Invité par le ministre des colonies de Belgique, il vient séjourner quelques semaines parmi nous. Premier geste du Moami en arrivant sur le sol belge, d'aller s'incliner respectueusement sur la tombe de celui qui, pour la nation, représente le symbole du devoir et du sacrifice total. Le
Le Moami et son épouse pratiquant la religion catholique, il profite de son séjour en Belgique pour se rendre à Malines auprès de son éminence le cardinal Van Rooij, primat de Belgique. Ces pères blancs, disciples de l'Avijril africain, le Moami les voit partout à la tâche, bâtissant les écoles, édifiant des chapelles et des églises. Il les voit instruisant et éduquant les masses avec patience et ténacité. Le Moami, chef intelligent, est un de leurs plus éminents collaborateurs. Il soutient leurs réalisations et les aide dans l'organisation de ce royaume moderne et chrétien qu'est le Rwanda. L'Église s'implante triomphalement en sacrant le premier évêque rwandais, Monseigneur Bigiru Mwami. Quelques années plus tard, le rêve universaliste de l'Église semble sur le point de se réaliser. Monseigneur Bigiru Mwami, l'Africain, sacre à son tour un évêque européen, Monseigneur Peroda. Le roi Baudouin rend la politesse au roi Mutara en 1955. Il vient rendre visite à son pupille. Le roi du Rwanda offre une vache en hommage au roi des Belges. Depuis le début de la colonisation, un grave malentendu s'est installé. Les missionnaires catholiques, qui sont les premiers ethnologues du pays, proclament arbitrairement que les Tutsis, membres de la classe dominante, appartiennent à une race supérieure, intermédiaire entre les Blancs et les Noirs, celle des Hamites. Ils décrètent aussi que les paysans Hutus et la classe inférieure des chasseurs potiers, les Twa, appartiennent à deux races moins évoluées. Cette théorie va devenir l'idéologie coloniale officielle. Au Rwanda comme en Burundi, on rencontre trois groupes ethniques nettement distincts. Les Batutsi sont la race dominante. Ils sont venus du nord en menant leurs troupeaux en quête de pâturages nouveaux. Les Bahutus, qui représentent 90% de la population, sont des paysans bantus, à l'âme lourde et passive, ignorant tout souci du lendemain. Ils cultivent les terres qu'ils avaient progressivement conquises en refoulant les premiers occupants du sol, les pygmées patois, et en détruisant la forêt qui abritait ceux-ci. Mais il y avait aussi des Tutsis pauvres qui travaillaient la terre et quelques Hutus, riches propriétaires de bétail, qui devenaient Tutsis. Encore fallait-il nous apprendre l'art européen de l'élevage pour faire de nous de vrais civilisés. Pour nourrir les populations, il fallut d'abord leur apprendre ce qu'est la vache. Non point un or stérile, mais de la viande et du lait. On nous apprit donc les bienfaits de l'économie de rendement, à nous qui étions habitués à traiter le lait avec un respect cérémoniel et à chanter la beauté de la vache. La santé physique d'un peuple n'est pas le seul objectif à atteindre. Il faut aussi se préoccuper d'élever son niveau moral et intellectuel en multipliant les écoles. Les frères de la Charité ouvrent à Astrida, aujourd'hui Boutaré, une école secondaire où quelques Rwandais sont appelés à devenir les auxiliaires de la colonisation. C'est ainsi qu'une nouvelle élite Tutsi, instruite, voit le jour. Une élite dont les Hutus sont exclus. Pour les Hutus, entrer dans les ordres est l'une des rares façons d'accéder au monde des Blancs.
Partout en Afrique, les passions nationalistes s'éveillent. Les rancœurs se sont accumulées. Le roi Mutara prend de plus en plus ses distances avec le pouvoir colonial. Et les Tutsis commencent à mettre en cause la colonisation belge. Les choses vont se gâter lorsque Monseigneur Pérodin devient archevêque et prend en main les destinées du Rwanda. Une partie de l'aristocratie émet des critiques envers l'Église qui craint de perdre ses énormes privilèges. Monseigneur Pérodin, suivi par l'administration coloniale, rompt alors l'ancienne alliance politique. Les Tutsis, désormais, sont considérés comme des ennemis. À l'ombre des séminaires, l'Église, qui détient le monopole de l'enseignement, encourage la formation d'une élite contestataire Hutu. Son chef de file est Grégoire Kayibanda. Il jouit de la confiance de Monseigneur Pérodin. L'Église encourage Grégoire Kayibanda et quelques intellectuels à exposer dans un manifeste rédigé en 1957 les griefs des paysans Hutus, jusqu'alors soigneusement étouffés. La haute aristocratie Tutsi n'y prête malheureusement aucune attention. L'idée de partager le pouvoir ne l'effleure pas. Le feu qui brûle dans l'enclos royal depuis des siècles est sur le point de s'éteindre à jamais. Et l'unité de la nation rwandaise de voler en éclats. Le roi Mutara meurt brusquement le 25 juillet 1959. Au moment des funérailles, le chef des dignitaires responsables des grands rituels royaux proclame à la sauvette le nom du successeur de Mutara sans avoir consulté le gouverneur Arwa, qui est obligé d'entériner ce qu'il considère comme un coup de force des Tutsis. Kigeri V parcourt son royaume. Des troubles éclatent en novembre 1959, opposant les contestataires Hutus aux autorités Tutsis. Le gouverneur place le pays sous le régime d'occupation militaire. Il confie tous les pouvoirs au colonel Logiste. Le colonel Logiste est un homme énergique. Dès son arrivée à Kigali, la capitale du Rwanda, en novembre 1959, un grand nombre de chefs et sous-chefs Tutsis sont arbitrairement destitués et remplacés à la hâte par des Hutus. Les Tutsis, maltraités, menacés dans leurs biens, commencent à prendre le chemin de l'exil. Le colonel Logiste reçoit l'appui sans réserve de l'archevêque, Monseigneur Pérodin. Il rétablit l'ordre, le seul ordre possible dans son esprit, un ordre Hutu excluant les Tutsis, malgré les protestations du roi Kigeri. C'est dans cette atmosphère trouble que des élections communales, boycottées par la majorité des Tutsis, ont lieu en juin et juillet 1960. hanyuma bagomba gutora bajya ku mirongo buri musozi ukwawo muri iryo sahinda buri muntu asohora igitabo cye cy'umusoro mu gihe abaturanyi bakiyegeranye abapolisi nabo barashyira abantu ba buri gasozi ku mirongo imbere ya buri muryango w'ibiro by'itora. Le Parmé Hutu, le parti de Grégoire Kayibanda, soutenu par l'Église et l'administration coloniale, obtient une éclatante victoire. Le 28 janvier 1961, le colonel Logiste et Kayibanda décident de forcer le destin. Dans le plus grand secret, ils suscitent à Gitarama une réunion des bourgmestres et conseillers communaux récemment élus. Cette assemblée proclame la République. Grégoire Kayibanda est chargé de former un gouvernement. Le roi Kigeli proteste et une nouvelle flambée de violence frappe notre pays.
C'est en masse cette fois que les Tutsis prennent le chemin de l'exil. Peu après, des élections législatives ont lieu. Elles confirment la victoire du Parti-Hutu, le parti de Grégoire Kayibanda. La royauté est abolie par référendum. Les nouveaux leaders Hutus, cooptés par le colonisateur, reprennent à leur compte la théorie des trois races. Depuis l'existence du Rwanda, il existe un peuple rwandais, qui est composé de trois races distinctes. Oui. La race Hutu, qui comprend les 85% de la population. La race Tutsi, d'origine hamitique, qui comprend 14% de la population. Et la race pygmoïde, qui comprend à peu près 1% de la population. Or, il se fait qu'au cours de notre histoire, la population Tutsi, la minorité de 14% de la population, a dominé l'immense majorité, comme est appelé en réalité le véritable peuple rwandais. Oui. Il a fait peser, cette minorité a fait peser sur lui tout le poids d'une féodalité aussi farouche, si pas plus farouche, que la féodalité du Moyen-Âge européen, jusqu'au tout dernièrement, en 1959, où le peuple Hutu, guidé par des leaders sortis des écoles chrétiennes et qui se sont levés contre un seul homme et qui ont commencé la révolution, que nous appelons nous autres la révolution sacrée. Monsieur Makuza oublie que nous formons tous une seule nation, parlant la même langue, partageant les mêmes usages, les mêmes croyances, la même religion, les mêmes interdits. Désormais, les Tutsis vont être considérés comme des colonisateurs indésirables, des étrangers qu'il faut chasser du pays. L'indépendance est proclamée le 1er juillet 1962 et Grégoire Kayibanda devient le premier président de la République du Rwanda. Mais l'incertitude continue à régner aux frontières. De temps en temps, la garde nationale rwandaise, dirigée par des officiers belges, affronte de petites bandes de Tutsis émigrés au Zaïre ou en Ouganda, qui tentent des raids désespérés. Ils sont décimés, quelques-uns arrêtés. On les appelle ici les Inyenzi, les Cancrelats. C'est plutôt une réaction de quelques aventuriers qui se servent d'une certaine jeunesse plutôt de bandits. C'est donc plutôt un problème de réduire le banditisme. En décembre 1963, à la veille de Noël, quelques centaines de réfugiés Tutsis, mal équipés, venus du Burundi ceux-là, franchissent la frontière. Ils sont rapidement massacrés par la garde nationale rwandaise, commandée par des militaires belges. C'est alors que commence l'horreur. Le président Kayibanda envoie un ministre dans chaque préfecture pour exciter les Hutus à la haine de leurs concitoyens Tutsis. De décembre 1963 à janvier 1964, plus de 10 000 Tutsis sont mis à mort avec une brutalité incroyable. Parmi eux, pour la première fois, des femmes et des enfants. Rose Mukavila avait 6 ans en 1959. Mon père a été brûlé vif dans la maison parce qu'il n'avait pas voulu sortir. Et les tueurs n'ont pas voulu l'affronter dans la maison. Ma mère a été tuée quand elle essayait de s'échapper. Elle a été tuée à coups de pierre, donc lapidée. Mon grand frère, essayant de se défendre, il avait 27 ans. On l'a trompé, on lui a dit de déposer la lance qu'il avait pour se défendre. Et on lui a coupé un morceau à coups de machette. À coups de machette. Qui les a tués? Un groupe de Hutus. Je crois qu'ils étaient drogués ou peut-être qu'ils avaient trop bu. Ils venaient en groupe armé de machettes, de gourdins.
et aussi avec le feu. Et là, ils se venaient se déguiser, ils s'étaient couverts de cendres, ils s'étaient couverts, habillés avec des feuilles de bananier pour ne pas se faire reconnaître. À ce moment-là, les gens avaient encore honte qu'on les reconnaisse. Le monde demeure indifférent à cette première explosion de haine, à notre malheur. Plus de 200 000 Tutsis à présent vivent en exil. Le président Kayibanda est reçu à bras ouverts à Bruxelles. Et la Belgique accorde une aide importante à ce petit pays, apparemment soucieux de développement. Ignoré du reste du monde, le Rwanda semble avoir oublié la guerre civile qui l'a déchiré. Mais Kayibanda, entouré des notables de sa région d'origine, règne en dictateur. Et le mécontentement contre le parti unique s'amplifie, 11 ans après l'indépendance. Au Burundi voisin, les Hutus sont persécutés. Au Rwanda, une fois de plus, ce sont les Tutsis qui vont payer. Ces milliers de gens, parqués devant un commissariat de police, ignorent la raison de leur arrestation. Mais pour beaucoup d'officiers, il n'y a aucun doute, ils ont reçu l'ordre de trier ces gens, de séparer les Hutus des Tutsis. Dans l'après-midi du 4 avril 1973, des centaines de Tutsis sont embarqués vers un camp improvisé au Bugesera où ils disparaîtront. Les coopérants militaires belges sont là. Ils sont intégrés à l'armée nationale rwandaise, où ils occupent des postes de commandement. Des centaines de maisons ont été incendiées, des milliers de vaches abattues, de nombreux Tutsis massacrés. L'armée occupe la plupart des écoles dans le pays. Nulle part, les assassins ou les pilleurs ne sont poursuivis. À Cap-Gaï, au centre archiépiscopal, un journaliste de la télévision flamande enquête. Il interroge le directeur de l'école des Joséphites, qui prend d'abord prudemment contact avec l'armée. Bon, merci. D'abord, le capitaine m'a dit qu'il est chargé justement de pacifier la région de littéralement. C'est quoi? Il est chargé de pacifier la préfecture. De quoi, dites-vous? De pacifier la région de littéralement. Pacifier? Oui. Pourquoi pacifier? Il y a des problèmes? Oui, mais je suppose que il y a des problèmes. Je ne sais pas, c'est pour ça que je vous demande. Pacifier, c'est quand il y a une guerre. Il y a une guerre quand on pacifie. Ah. C'est ça que vous voulez dire? Oui, il y en a eu. Donc, vous venez de téléphoner aux militaires, au capitaine. C'est directement le chef de la région. Donc, la région est occupée militairement. Qu'est-ce qui s'est passé chez vous? Savez-vous, j'étais encore à Tigray, je suis venu que par après. C'est ça. Et vous n'êtes pas au courant de ce qui s'est passé? Oui, comme vous l'avez appris, probablement. Mais non, c'est pour ça que je venais voir sur place. Je vous demandais à vous. Vous êtes mieux au courant que moi. Est-ce que vous pouvez retenir en fait qu'il y a eu un mouvement d'étudiants, c'est tout. Donc pour le moment c'est calme, tout va bien. Oui, mais les morts, c'est exact. Il y a des frères tués ici, dans cette école, si je suis bien informé. Vous pouvez demander aux frères parce que je suis juste arrivé quand c'est fini. C'est cela, oui. Qu'est-ce qui s'est passé au fond? Au fond, c'est quelques bagarres entre les élèves. Pardon? Les bagarres entre les élèves. Entre les élèves même, mais ici, des bagarres comment? De petits malentendus des élèves, et puis ça a été dissipé un peu. Oui. Mais vous avez des frères qui sont morts ici sur place, qui ont été tués. Mais je ne sais pas comment ils ont été tués, parce que je n'étais pas ici à ce moment-là. Vous n'étiez pas ici? Non. Et combien de frères sont morts? Si je parle des frères morts depuis longtemps ou bien... Non, récemment, pendant les événements, ici, dans cette école. Simplement deux.
été tué par qui? Je ne sais pas. Je vous dis que je n'étais pas à la maison ici, le jour même. Par les élèves? Je ne sais pas, je vous dis que je n'étais pas ici. 6 Tutsis ont été assassinés. 2 frères et 4 élèves. Had u het idee dat het volgens een bepaald plan gewerkt werd hier? Oh, zeker. Want het was de ene school na de andere. Eens at de universiteit. En ook het idee wie achter het plan staat? Ja, dat is moeilijker te bepalen. Dat is moeilijk. Ja. Ja. Geen Tutsis aan het onderwijs nog deelnemen. En er gesproken werd op de radio, over de radio door de president dat er geen sprake kan zijn van segregatie. Maar het is nog niet duidelijk in hoeverre die leerlingen dus die geëxpulseerd werden, zullen gereïntegreerd worden. Een zeer bezwarende nota is dat de president ter plaatse was. Hier in de buurt, is op het ogenblik van de gebeurtenis? In de buurt, die was in zijn wagen. En ik begrijp niet wat die mens over die omstandigheden heeft gedacht. Hij is niet tussengekomen? Geen enkele tussenkomst. Hij is weggereden met zijn wagen op het moment dat de studenten de koer van die school binnenstormden. On parle de mort. Avez-vous une idée de combien de morts sont tombés? Non, je n'ai pas d'idée de nombre, mais normalement ils ne sont pas nombreux. Ça, les évêques parlent de 500 morts. Je ne sais pas dans quelle mesure les évêques ont pu faire un recensement, ça je ne sais pas. Je ne peux pas garantir le recensement fait par les évêques. Il nous revient, je vous permettez que je m'étende un peu sur la question quand même, il me revient que pendant les derniers mois, il y a eu affichage de listes spontanées dans laquelle on sait qui demandait l'expulsion, aussi bien dans les écoles que dans les institutions privées, des éléments Tutsis. Alors là, il me semble que c'est une question assez importante. Cette affaire de liste, c'est une question de banditisme tout simplement. Ce sont des bandits qui ont fait ces listes contre certaines personnes. Il y avait même sur les listes, il y avait aussi des Hutus, comme il y avait des Tutsis. Les listes sont contrôlables. J'avais 23 ans. Là alors, j'étais fonctionnaire, mais on a continué, on a chassé ces fonctionnaires Tutsis parce que simplement ils étaient Tutsis. Un jour au lendemain, on s'était représenté au service à 7h du matin comme d'habitude. Nous avons trouvé une liste nous disant on n'en veut plus vous voir ici, retournez chez vous sur le colline. Et sur le colline, ça voulait dire quoi? Ça voulait dire aller être massacré là-bas. Premièrement, il y avait le fait qu'on n'a pas voulu chasser systématiquement les Tutsis qui avaient été inscrits sous le régime de tutelle, sous le régime féodal. On ne les a pas chassés. Sauf ce qui était tout simplement en faute, comme chez vous. Celui qui est en faute, on remet dehors. On n'a pas chassé le Tutsi parce qu'il est Tutsi. Kayibanda n'est plus maître de la situation. Son chef d'état-major, un certain général Habyarimana, complote dans l'ombre. Lors d'un meeting à Kigali, la transmission du discours présidentiel est sabotée. Le micro ne fonctionne pas. Kayibanda est furieux, mais impuissant à endiguer le mécontentement général. Juillet 1973. Le général Habyarimana prend le pouvoir à la faveur d'un coup d'État militaire. Il assigne Kayibanda à résidence et fait périr les anciens leaders. C'est la Deuxième République. L'ordre règne à nouveau à Kigali. Un ordre militaire. Comme son prédécesseur, Habyarimana donne satisfaction à la Belgique, son principal bailleur de fonds. Je me refuse personnellement à croire à cette équation que multipartisme égale démocratie et que monopartisme égale absence de démocratie. Je crois qu'on définit la démocratie à partir du moment où le pouvoir est exercé en associant le peuple. Jean Birara, alors gouverneur de la Banque nationale rwandaise, raconte. Habyarimana était considéré ici comme un saint homme. Et on a oublié qu'en fait cet homme-là n'a fait que rendre leur image aux Européens. On voulait qu'il soit un saint homme au lieu que ce soit un chef d'État. Bon, il a été un saint homme. Habyarimana donne le change.
il se drape dans les oriflammes des processions et des réunions de prière. Et les hautes autorités religieuses soutiennent sans réserve son pouvoir dictatorial. L'archevêque de Kigali, Monseigneur Vincent Nsengiyumva, est membre du comité central du parti unique. La misère s'étend sur les collines surpeuplées. Alors, à point nommé pour détendre la situation, la Vierge apparaît à Kibeho, dans le sud du pays, où les gens meurent de faim. Silencio, silencio, caray, no sé cómo decir. La Belgique reste le partenaire privilégié. Le 1er juillet 1987, à Kigali, on célèbre joyeusement le 25e anniversaire de l'indépendance. Le général Habyarimana sympathise avec le président Mitterrand, qui l'assure du soutien militaire de la France. Le président Habyarimana règne avec une petite oligarchie corrompue, surnommée Akazu, la petite hutte. Ses membres n'ont qu'une ambition, l'enrichissement. Ils pratiquent le trafic de la drogue et des armes, contre la prostitution. En Ouganda, les réfugiés rwandais vivent généralement dans la misère. À plusieurs reprises, ils expriment le désir de revenir pacifiquement au pays. Le gouvernement Habyarimana leur oppose à chaque fois une fin de non-recevoir, sous prétexte que le pays est déjà surpeuplé. Tant de réfugiés, on est allé au Rwanda pour une visite, on a été tués, arrêtés et tués. C'est arrivé, des gens de ce village ici, c'est arrivé? Ouais, maintes fois. You remember Rwanda? Slightly. Slightly. Still you want to go back? I do. I have been craving to go back. You don't want to tell me whether you are Hutu or Tutsi or... No, I don't even want to hear that name. Why? That's what we are struggling for. We wanted to have one common people, one country, one people. We don't want any segregation. Alors, en désespoir de cause, un certain nombre de réfugiés décident de rentrer par la force des armes dans le pays d'où leurs pères et leurs grands-pères ont été chassés. Un mouvement politique les encadre, le FPR, le Front patriotique rwandais. Venant d'Ouganda, les troupes du FPR franchissent la frontière du Rwanda. Try to tell the Belgian people who you are. We are at home, we are at home. We are at home. Le général Habyarimana se tourne vers la France. Le président Mitterrand fait intervenir l'armée française pour défendre son protégé francophone. Les jeunes rebelles, élevés en Ouganda, ont aussi le tort de parler anglais. First and foremost, we have one language which unites us. We all speak Kinyarwanda. Whether outside or inside, we speak Kinyarwanda. That's our mother tongue. French is a learned language. Whether from inside or from outside, it's a language people can learn. Dès le début des hostilités, fin 1990, les militaires français participent activement, aux côtés des forces armées rwandaises, aux opérations menées contre ceux qu'on appelle les rebelles. Hé, il faut pas filmer là.
Le président Habyarimana sollicite aussi l'assistance militaire de la Belgique. Le gouvernement belge hésite, recherche une solution négociée entre les diverses parties. Il envoie des paras pour rapatrier les ressortissants belges qui désirent quitter le Rwanda. Les arrestations arbitraires se multiplient à Kigali. Les parabelges ont reçu l'ordre de ne pas intervenir. Ils s'en tiennent strictement à leur mission. Apparemment, les rebelles sont plus nombreux que ce que la radio rwandaise veut bien annoncer. Et cite un chiffre. Bon, à peu près 1800, d'après les militaires belges, sur Kigali et dans les alentours. 1800 rebelles qui seraient là dans la capitale. Peut-être pas dans la capitale, mais tout près en tout cas. On pense qu'ils ont pas mal de complicité dans la capitale, c'est pour ça qu'ils protègent la radio principalement, histoire qu'ils ne puissent pas lancer d'appel. Il y a un appel à la mobilisation populaire et à la dénonciation. On demande aux gens de dénoncer qui? De dénoncer les rebelles, les caches d'armes, les complices. Il y a des complices. Ce qu'on appelle ici les rebelles, ce sont les opposants au régime et tous les Tutsis. À Kigali, plus de 10 000 d'entre eux sont rassemblés au stade. Vous-même, vous avez dénoncé des gens qui étaient suspects? Oui, celui qui est suspecté, il fallait les dénoncer direct. Et maintenant, où sont-ils, tous ces gens-là qu'on a arrêtés? Ah, on ne sait pas. Le gouvernement les a mis. Ils sont au stade? Ah, on ne sait pas. Au stade, ce sont peut-être ceux qui n'ont des vagabonds de quoi. Bien que la journée d'hier, les paysans aidaient les militaires à fouiller et à retrouver les criminels. Quoi. Vous avez aidé vous-même les militaires? Oui, j'ai aidé, oui. Sous la pression du FPR, de l'opposition intérieure et des ambassades étrangères, le régime Habyarimana lâche du lest. Il reconnaît le multipartisme et concède une certaine liberté de presse. En apparence, le processus démocratique est en marche. Mais la mort rôde partout. Les Interahamwe, les jeunesses paramilitaires, recrutés d'abord parmi les supporters des équipes de football, se font de plus en plus menaçants. Ils apportent leur soutien au parti gouvernemental qui proclame son attachement au général Habyarimana. Ils massacrent les Tutsis avec jubilation dans plusieurs régions, à diverses reprises. Ils ne tuent pas aveuglément. Ils obéissent à un plan concerté, arrêté par les membres de la CASU, les proches du président. Un plan exécuté par les autorités locales. Les Tutsis du Bugesera sont massacrés après un appel au meurtre lancé par la radio nationale. Les opposants Hutus au régime Habyarimana sont aussi malmenés. Quand la maman et mes frères ont vu les attaquants approcher, ils se sont bien sûr enfuis, parce que s'ils étaient restés, ils auraient été brûlés vifs dans la maison, parce qu'il y a eu des cas, je peux vous citer, les parents du curé de cette paroisse ont été brûlés vifs dans une maison en commune Kayové. Les corps ont brûlé pendant 3 jours d'affilée. Quel était leur crime? Leur crime, c'est que c'était des Tutsis, simplement. Et nous, notre crime à nous, c'est d'être
des opposants au parti présidentiel, alors que la loi nous autorise à adhérer à n'importe quel parti. Les autorités étaient organisatrices de ces forfaits, parce que dans la maison ici, ils ont envoyé des policiers communaux pour détruire eux-mêmes ma maison. Donc ce n'était pas le coup du hasard, c'était tout à fait organisé. On en apprend des choses à la prison centrale de Kigali. D'abord, la libération de centaines de prisonniers de droit commun. Il y a ici les détenus qui ont été graciés par le chef de l'État à l'occasion de la venue à Kigali, de sa sainteté le très père Jean-Paul II. Voilà une grâce aux effets bien tardifs, mais qui permet de faire de la place aux milliers de suspects arrêtés depuis 2 semaines. Mais on ne vous a pas frappé, si, c'est très mal traité. On a été battu. Il y en a beaucoup qui ont été battus. Et pourquoi on a des raisons qu'on ne sait pas. Qu'est-ce qu'ils vous disent? Ils nous disaient, bon, vous êtes tous des rebelles. Les coups de par terre, la tête par terre, les pieds en l'air, n'importe comment, comme des bêtes. Moi, j'ai eu cette chance, je n'ai pas été torturée. Les enseignants ont été torturés. Jusqu'à présent, on n'a rien demandé. On attend. Le président Habyarimana semble avoir accepté le partage du pouvoir avec l'opposition intérieure. Un nouveau gouvernement rwandais signe un accord de cessez-le-feu avec le FPR à Arusha, en Tanzanie. Et bien entendu que les accords d'Arusha ont été négociés par le gouvernement rwandais. Et donc, je le soutiens et je le soutiens. Et je l'affirme parce que j'ai trouvé ici en Europe, d'après les questions qui m'ont été posées à Paris, d'après ce que vous venez de me poser, il y a comme un doute, comme si le président de la République ne soutenait pas peut-être ces accords. Et je voudrais lever totalement ce doute. Le président de la République soutient les accords de paix. Mais les massacres d'opposants et de Tutsis continuent. Le FPR déclenche alors une nouvelle offensive en février 1993. Près d'1 million de paysans fuient le nord du pays pour se rapprocher de Kigali. Un nouveau cessez-le-feu intervient en mars 1993. L'armée du FPR arrête les combats. Son chef, le général Kagame, entre dans le jeu politique. Le président du Front patriotique rwandais est un Hutu, Alexis Kanyarengwe. L'ensemble des accords de paix est signé à Arusha au mois d'août. La mission des Nations Unies pour l'assistance au Rwanda se met en place. Nous sommes à quelques mois du grand massacre. La machine à tuer s'installe. Dans chacune des 146 communes du Rwanda, de 200 à 300 hommes en armes sont prêts à entrer en action. 1 pour 10 familles environ. Les listes des suspects sont dressées. Il s'agit d'éliminer une fois pour toutes ceux que le pouvoir qualifie d'ennemis de l'intérieur, c'est-à-dire tous les meneurs des partis d'opposition et l'ensemble de la population tutsi.
La presse locale appelle à la haine raciale, en rappelant le temps où Kayibanda vint à bout des cancrelins. 6 avril 1994. À la fin de la journée, le président Habyarimana quitte Dar es Salaam en Tanzanie, où il vient de participer à une réunion au sommet avec le président du Burundi. L'avion est abattu au moment où il va se poser sur l'aéroport de Kigali, à la nuit tombante. Et en octobre 1992, il s'est tenu une réunion qui a décidé que Habyarimana devait être écarté. Et écarté, ça ne veut pas dire tué. Devait être écarté pendant 1 an ou 2 et en faveur du colonel Babosoga, qui est aussi de la famille de sa famille, pour revenir plus tard. Quand il aurait repris ses forces, ou quand il aurait bien mieux compris la politique de sa belle famille, peut-être. La belle famille du président elle-même est soupçonnée d'avoir commandité l'attentat pour empêcher l'application des accords d'Arusha. Agathe Habyarimana, la propre épouse du président, a été mise en cause. Vous savez que c'est péché 2 fois, voir une veuve qui souffre avec toute sa famille, avec toute la population, et dire des choses pareilles, c'est pour me tuer 2 fois. J'en suis sûre que le bon Dieu va venger notre famille. Une rumeur folle se répand à Kigali. Les parabelges des forces des Nations Unies seraient responsables de l'attentat. 10 d'entre eux sont sauvagement assassinés par des soldats de l'armée nationale rwandaise. Le plan d'extermination, soigneusement préparé par la CASU, est mis en application. Dès l'aube du 7 avril, des barrages sont dressés sur les routes, où les miliciens Interamwe et l'armée imposent des contrôles d'identité. La radio Mille Collines, la radio de la mort, déverse des flots de haine. Je salue les gens du Congolo. Soyez forts. J'espère que vous avez renforcé vos barrières pour bloquer toute pénétration du FPS. Donc, tous habitants de notre pays, soyez forts, levez-vous. Si les faits ne déposent pas les armes, les Tutsis seront toujours exterminés jusqu'au dernier. Alors, je conseille aux soldats du FPS de déposer les armes et d'accepter la défaite, parce qu'aucun ne va survivre. Les dirigeants, Hutus et Tutsis des différents partis d'opposition sont exécutés. Et dans l'ensemble du pays, commence le génocide des Tutsis. La hiérarchie catholique ne prononce pas un mot pour arrêter le génocide. Des prêtres n'hésitent pas à dénoncer des Tutsis qui cherchent refuge dans leur église. L'église a cessé d'être un sanctuaire inviolable. Quel bruit vous avez entendu? Des massacres. Entre qui et qui? Je veux dire, qui massacrait qui? Les Hutus massacrent les Hutus et les Tutsis. Donc ce n'est pas une affaire purement ethnique, c'est politique, C'est politique. C'est politique, certainement.
Et c'est la mort du président. Et c'est n'importe qui, sans jugement, sans quelque chose. On va dans les maisons, on tue. On tue de quelle manière? Sans explication, fusil, avec des manchettes. Vous avez entendu ça vraiment, des témoignages? Oui, oui, j'ai entendu ça. Ça, c'est vrai. Mais en tout cas, il y avait des massacres programmés. Personnellement, j'ai connaissance d'une liste de 1500 en Kigali même, qui m'a été montrée par des officiers. Et qui prévoyait ces massacres? Mais la liste était élaborée en coordination avec le président lui-même, personnellement. Et d'ailleurs, ce qui est absolument certain, c'est que ces massacres devaient commencer le 23 mars à minuit pour 4 jours. Je ne sais pas ce qui a arrêté ça. Mais c'était programmé et ça m'a été annoncé par un officier de ma famille le 22 février à midi. Le 20 février, je m'excuse, le 20 février. Est-ce que vous avez prévenu des gens au Rwanda? Est-ce que vous avez prévenu également des pays occidentaux amis de ce risque? Pour les massacres actuels, non. Mais les ambassades que personnellement je pouvais contacter étaient au courant régulièrement de ce qui se préparait. Un mois plus tôt, le ministre Claes déclarait: Si vous me permettez, Monsieur le Président, je ne suis pas ici en juge ni en arbitre. Les Nations Unies, venues nous apporter assistance, ont refusé à des centaines de milliers de Rwandais en danger de mort. Et malgré le massacre de leurs camarades, les para-belges placés sous les ordres de l'ONU n'ont pas le droit d'intervenir pour arrêter le génocide. Ils ont reçu l'ordre d'évacuer leurs compatriotes. Ils abandonnent à leur sort ces Rwandais qui seront massacrés dans les prochaines heures. Ils viennent avec des armes, des grenades, Le FPR occupe à présent la plus grande partie du pays. L'armée rwandaise, partiellement privée de l'aide française, est en déroute. Alors, pour ménager une porte de sortie vers le Zaïre à ses anciens alliés, l'armée française organise l'opération Turquoise dans le sud-ouest du pays. La France a décidé de lancer une opération humanitaire au Rwanda. Je crois que le premier objectif est atteint avec, encore une fois, tous ces sourires qui fleurissent sur vos visages. Mais l'armée française n'intervient pas pour empêcher les miliciens en armes de continuer à sévir contre les Tutsis dans cette zone dite humanitaire. Depuis 2 mois et demi qu'ils se sont réfugiés dans ces forêts, des groupes de Hutus viennent ici quotidiennement pour la chasse à l'homme. Celle-ci, c'est ma petite sœur. Oui. Elle s'appelle Bernadette. Elle vient de passer 3 mois dans un trou. Toute la journée, elle se cache dedans. Elle a peur de mourir. Et sa mère a été abattue, sa grande sœur aussi. Et c'est elle qui est restée. Cet enfant a été macheté il y a à peine une semaine. Sa mère et sa grand-mère ont été tuées. Hier encore, des hommes sont venus, toujours les mêmes. Les miliciens nommés Interahamwe sont venus, accompagnés de quelques militaires et gendarmes, avec des armes à feu. Les Interahamwe et les milices Hutus ont arrêté Speciosa et des centaines d'autres Tutsis en avril 1994, au début des massacres. On a fait un long projet avec les Interahamwe, tout à côté, encerclé vraiment. Enfin, ils avaient fait la haie et on avait les militaires derrière. Alors on a fait des kilomètres, des heures et des heures. On a quitté là-bas le Théo à 2 heures. On est arrivé au lieu du massacre à 5 heures. Donc on a fait 3 heures de marche. 3 heures de marche très atroce. On coupait les tendons des gens, on tuait en cours de chemin. Enfin, c'était vraiment atroce. Donc nous, on était convaincus
on allait droit à la mort. Il y a des fois, on courait parce qu'on voulait courir, on croyait qu'on allait pouvoir se sauver de devant. Mais de devant, on avait encore une fois des Interahamwe. Donc partout. C'était bien organisé, on vous attendait. C'était bien organisé, on nous attendait et c'était vraiment méthodique. Arrivé ici, Louis, on avait les militaires en haut du talus et on avait les militaires et les Interahamwe. Et alors, ils nous ont fait asseoir. Il y a eu trop de bousculades, il y a eu même des morts tout à fait directement. Alors, après avoir écarté les Hutus, ils ont tiré dans la masse, ils ont tiré et puis, alors, ils ont donné encore le coup de commencement. Ils sont partis. Alors, les Interahamwe ont commencé le jeu avec les marteaux, avec les épées, avec les machettes. Et alors, ça a commencé le carburé encore. Alors, moi, j'étais couchée par terre et par le fusillade et j'avais des cadavres sur mes genoux. J'avais beaucoup de cadavres. Oui, vers 6 heures, quand les Interahamwe sont partis, chose étonnante, on a commencé à entendre tous les cris que vous pouvez imaginer, des cris d'angoisse, des pleurs, des enfants qui appellent leur papa pour donner à boire, qui ont soif parce qu'ils ont perdu beaucoup de sang. On a entendu des bébés pleurer parce que les mamans étaient déjà mortes, donc les bébés sont restés dans le dos des mamans mortes. Tout autour ici, on sentait les sifflets, on attendait les sifflets, on attendait les chiens qui aboyaient. Donc on faisait la chasse aux Tutsis même pendant la nuit. Il y avait des barrages partout. Mais ce matin, ils sont venus sans machette, c'était avec seulement les marteaux et les gourdins. Des gourdins, dans les gourdins, il y a des clous, avec des clous dedans, des clous comme ça. Alors on fracasse le crâne avec ce gourdin. Alors ils sont venus. Un aïe, alors un m'a vu, il a dit, mais là, il y a eu une grosse là, elle doit être riche, elle devait être riche, celle-là. Elle est morte avec beaucoup d'argent. Alors il a vérifié avec son marteau, il m'a fait 5 coups de marteau au temple. Et je me suis c'était un peu évanouie, disons. Mais alors il m'a laissé, il a commencé à fouiller dans mes poches, il a commencé à prendre ma bague. Il a pris même la chaînette, mais il n'a pas senti que j'étais chaude là. Alors lui, il est parti. Mais après, il est venu notre Interahamwe qui est passé à côté de moi, qui a trouvé une carte d'identité, je crois, des Hutukazi. Alors il m'a dit, toi grosse là, est-ce que tu es une Hutukazi pour que je te sauve? Moi j'ai dit non, je suis une Tutsi-Kazi. D'ailleurs, j'ai mes jambes qui sont coupées, j'ai mon crâne fracassé par les marteaux. Donc le mieux que vous pouvez faire pour moi, c'est de me tuer. Alors il était tout heureux parce qu'il savait que j'allais mourir à petit feu, que j'allais mourir lentement ou un film alors. Parce qu'il y avait eu dans les cadavres des gens qui donnaient de l'argent, qui donnaient 6 000, ils appelaient à la mort. Ils appelaient à la mort, ils disaient, mais venez, ils demandaient, j'ai 6 000 francs, je peux vous offrir 6 000 francs, alors vous me tuez tout de suite sans me torturer. Parce que vous voyez, mourir 2 heures ou 5 heures après de souffrance, d'une souffrance atroce, c'était vraiment très pénible. Alors ceux qui avaient encore des sous, ils ont acheté la mort. Et parmi les survivants, il y a le jeune Rémi. Et le jeune Rémi, il a passé aussi alors 2 nuits ici. Ici, sans boire, sans manger, sans rien du tout. Angoissé, il venait de perdre sa mère, ses frères, sa soeur. Et il avait son père qui était blessé. Il a eu une blessure de coupe de machette dans la région frontale, pariétale, jeune fille que nous avons traitée. Il y a une amputation par machette. Il a trouvé dans un camp de morts, des cadavres. Les massacres dureront 3 mois. Et durant 3 mois, les masses médias inondent le monde d'images horribles. Mais personne n'interviendra pour faire cesser l'horreur. Leurs parents sont morts à la vue des enfants. Et que cet enfant a été ramassé dans les cadavres. C'est un dépotoir des détritus de la ville. Alors, ils ont lancé des grenades là-dedans. Sur des enfants, sur des vieux, sur des jeunes, tout le monde. Alors, ceux qui sont parvenus à sauter du tas ont été lynchés par les Interahamwe à la sortie. Ou bien ils étaient fusillés tout de suite.
Alors, pour survivre, il fallait qu'un cadavre te tombe dessus, il fallait que tu sois sous le tas et qu'il y ait des morts par-dessus toi. C'est comme ça que ces petits-enfants ont été ramassés par les îles montagneux lors du passage en Libération-Socoin. Des suspects sont arrêtés par le FPR. ninde watangaga izo ntwaro ni burugumesitiri Sentwari wo muri komine Kayonza na burugumesitiri Gatete wo muri komine Munama. Bababwiraga yuko izo ntwaro muzikoresha iki? Intwaro twagombaga kuzicisha abantu batavuga rumwe na FPR. Ngo ntabwo ari abatutsi gusa bicaga? Oya. Ngo mwari mufite amalisiti aho handitse abantu mwagombaga kwica ngo cyangwa ngo mwabimenyaga mute abo mugomba kwica? Mbese ubwo kugira ngo tumenye abo tugomba kwica byaterwaga n'akarere tugiye gukoramo, ubwo babaga bafite umugaba w'ingabo, ubwo akaba ari ushyira kuri raporo abagomba gupfa. Nta murumuna wanjye ngira, nta mukuru wanjye ngira, uyu nguyu niwe wacu natwe turanye imuhira, uyu nguyu rero yahize data mubona natwe ariho duhunga mubona. Il dit qu'il n'a pas de maman, il n'a pas de papa, et celui-ci a participé au massacre de son papa. Uyu mwana wancika ntabwo ancika. Il a coupé avec sa machette. Yewe mfite ibimenyetso byinshi cyane kandi Cet homme et l'enfant qui l'accuse se sont rencontrés par le plus grand des hasards. Une journaliste belge interroge. Qu'est-ce qu'il faudrait qu'on lui fasse à lui, comme punition? urumva bamuhanisha iki? urumva bamuhanisha iki? mva ntawe ugira nk'uko ndagize ariko ibyo byose akwiwe kwicaramo. Oya so nabona ukuntu mvuga imbere y'Imana ishobora byose, kuko ntawakora nk'uko undi akoze, ntawe ushobora gukora nk'uko undi akoze, ariko natekereza nsigaye ndi jyenyine. Et les Hutus, les Tutsis, ils vivaient sans problème? Sans problème. En tout cas, ici dans le sud, c'était vraiment sans problème. Et on a eu de la peine à les dresser les uns contre les autres. Il a fallu importer des tueurs. Et c'est depuis le discours du président Théodore Sindikubwabo à Butare ici. C'est son discours qui a mis le feu à cette région sud du pays. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a demandé expressément que ces gens-là soient tués. Et que ceux qui disent Nibinde, ça veut dire ça ne me regarde pas, qu'on les écarte aussi. Est-ce que c'est explicable cette affaire? Est-ce que c'est explicable? Comment est-ce qu'on peut expliquer une horreur comme Auschwitz? Est-ce qu'on peut expliquer ça? Est-ce que c'est explicable? Je ne crois pas. Et parfois, ça dépasse la raison humaine. On voit vraiment qu'on est descendu dans des profondeurs tout à fait insondables. On peut comprendre la méchanceté, mais pas quelque chose d'aussi effroyable et d'aussi long, parce que ça a duré 3 mois. Et tous ont fini par se laisser prendre. C'est ça que je ne m'explique pas. Tous ont fini par se laisser prendre. Même les meilleurs ont fini à peu près par accepter l'inacceptable. C'est ça que je ne comprends pas. igitangaza nicyo